Monsieur Plenel, un journaliste français très connu pour son travail d'investigation et pour ses positions engagées sur les questions démocratiques, les libertés publiques et la politique internationale. Comment allez-vous, Monsieur Plenel? Eh bien, j'ai coutume de dire mieux que le monde. Alors, vous me direz, c'est pas très difficile. C'est pas très difficile. Alors, justement, on vous appelle parce qu'on voudrait savoir, on n'en parle pas trop ici en Martinique de ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous avez une idée là-dessus? Parce que depuis des décennies, la question palestinienne revient au cœur des crises du Moyen-Orient. Comment nous expliquer tout ça? Il y a évidemment une question qui est pendante depuis l'après-deuxième guerre mondiale où, comme je l'ai souvent dit, l'Europe s'est débarrassée de son crime, le crime de génocide commis contre les Juifs d'Europe, en reconnaissant l'État d'Israël et la légitimité d'un foyer national juif. Mais on ne répare pas un crime en laissant commettre une injustice. Et l'injustice, vous le savez, a été que cette légitimité de l'État d'Israël s'est construite dans la négation des droits d'un autre peuple, le peuple de Palestine. Et c'est une question qui gangrène depuis des décennies la paix du monde. J'ai souvent dit qu'en Palestine se joue la paix du monde. Et c'est évidemment encore plus vrai depuis l'occasion saisie par les dirigeants actuels de l'État d'Israël après les massacres qui sont aussi des crimes contre l'humanité commis par le Hamas le 7 octobre 2023 en enlevant et en assassinant des civils et non pas des cibles militaires. Eh bien, les dirigeants de droite et d'extrême droite d'Israël ont fait de leur riposte non pas une guerre contre le Hamas, mais une guerre contre la Palestine avec le soutien des États-Unis d'Amérique sous la présidence de M. Biden et encore plus sous celle aujourd'hui de M. Trump. C'est une guerre pour effacer la Palestine. Ce n'est pas seulement une guerre à Gaza, puisque dans le même temps, de manière totalement illégale, en contravention de toutes les conventions des Nations Unies et résolutions des Nations Unies, Israël poursuit la colonisation de la Cisjordanie. En fait, le rêve de ces dirigeants d'extrême droite israélienne, et l'origine ne protège de rien, ce sont des suprémacistes, bien que descendants pour une partie de la population israélienne de victimes du nazisme, eh bien il y a aujourd'hui des fascistes en Israël qui sont racistes et qui veulent un grand Israël basé sur une logique ethnique, sur une logique de refus de la citoyenneté, de la diversité, en fait un anti-humanisme profondément antidémocratique. Et donc cet événement qui s'est accéléré sous nos yeux et dans une trop grande indifférence, non pas des opinions du monde, mais surtout des États, et des États européens, les Nations Unies impuissantes, eh bien, maintenant que nous sommes dans la troisième année de cette accélération, eh bien, elle prend encore plus une autre ampleur avec l'avènement du Trumpisme, qui est un fascisme à l'échelle du monde, un illimitisme, un suprémacisme, un gangstérisme, un obscurantisme, et il est allié de M. Netanyahou, mais aussi de M. Poutine, mais aussi de M. Milei et de plein d'autres en Argentine. Eh bien, tout cela crée cette course du monde aujourd'hui dont la Palestine a été le symbole que nous oublions beaucoup trop dans la mesure où elle pose à l'échelle du monde la question de l'égalité, pas seulement l'égalité des droits entre personnes, mais l'égalité des droits entre nations, entre peuples. Et donc nous sommes dans ce moment d'accélération dramatique où l'essentiel est en jeu et où il faudrait se souvenir de ces phrases d'Aimé Césaire dans le premier numéro de Tropique en 1941, « L'ombre gagne ». Il parlait de ce monde où il était minuit dans le siècle, le monde de la catastrophe européenne qui allait devenir une catastrophe mondiale. L'ombre gagne, disait Aimé Césaire, et il disait à toutes les personnes de bonne volonté, eh bien, qu'il fallait être de celles et ceux qui disent non à l'ombre. Eh bien, nous sommes dans ce moment-là, dans un moment vital, et c'est un moment où il faudrait
se surpasser, dépasser des querelles secondaires, dépasser des petites ambitions politiciennes vraiment dérisoires, car aujourd'hui, et encore une fois, la Palestine et le sort du peuple palestinien en est le symbole, c'est le sort de l'humanité qui est en jeu. Je l'ai dit dans un article d'hommage à la très grande Leïla Chaïd, qui a été la voix en France et en Europe de la Palestine et qui s'est donné la mort il y a peu dans un geste à la fois de courage et de désespoir. De courage car se donner la mort, cela demande de la force, et de désespoir car son geste nous dit combien il y a une impasse tragique. Et j'ai dit combien Leïla Chaïd, comme d'autres Palestiniens, elle disait toute l'humanité de la Palestine. Ce n'était pas la Palestine comme une cause sectaire, comme une cause identitaire, comme une cause religieuse, comme une cause d'exclusion d'autres peuples. Et d'ailleurs, Leïla Chaïd ne tergiversait jamais sur l'antisémitisme, mais c'était la Palestine comme une cause porteuse d'universalité, porteuse de cette égalité des droits qui est le moteur de l'émancipation, de nos idéaux démocratiques, sociaux, de bon an, mal an, tels que nous nous en sommes emparés dans toutes nos sociétés pour conquérir des droits, inventer des droits, obtenir des émancipations. Eh bien, nous sommes dans ce moment d'une histoire tragique. Monsieur Plenel, pensez-vous que le reste du monde comprend réellement la complexité de ce conflit? Il faudrait dissocier entre les États et les peuples. Je crois que beaucoup de peuples comprennent ça et on l'a vu dans beaucoup de mobilisations autour de ce qui se passe aujourd'hui. Mais en même temps, au niveau des États, vous voyez bien que l'offensive fasciste, comme je dis, conservatrice, elle est générale. Et puis, il faut le dire aussi, il y a des faiblesses, qui est que les émancipations ont été trahies. Vous voyez bien que ce n'est pas le pouvoir iranien actuel qui était soi-disant un symbole d'axe de la résistance qui peut être soutenu face à M. Trump, face à M. Netanyahou, car le régime des Mollahs est un régime terriblement oppresseur de son propre peuple, comme l'étaient les dictatures irakiennes ou les dictatures syriennes. Vous voyez, pour parler de ce qui est plus proche de la Martinique, dans le moment actuel, il est évident que ce qu'ont commis les États-Unis d'Amérique en enlevant M. Maduro au Venezuela est un acte illégal de piraterie internationale, violant le droit international. Mais vous voyez que la suite a montré comment le régime de M. Maduro est lui-même un régime non seulement autoritaire, mais corrompu, puisque la vice-présidente s'est tout de suite arrangée avec M. Trump et que ce régime était un régime lui aussi oppresseur de son propre peuple. C'est le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de tenir tous les bouts en inventant des réponses qui ne nous fassent pas d'illusions. Il n'y a pas d'État qui puisse nous protéger aujourd'hui. Mon seul regret en tant que Français, c'est qu'il y a un pays qui aurait une voix à porter, qui devrait placer cet étendard au cœur de l'Europe, comme le fait actuellement l'Espagne par la voix de son Premier ministre, Monsieur Pedro Sánchez. Eh bien, cette place de la France en 2003, par exemple, contre l'évasion avec l'Irak, a été reprise par l'Espagne parce que M. Macron n'est pas crédible, n'est pas audible par toutes ces tergiversations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut simplement défendre le droit. Défendre le droit international, refuser les logiques de puissance, refuser cet illimitisme de la puissance où tout est permis, où on s'autorise tout, la prédation, la domination, l'invasion, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, et évidemment redire qu'il y a un seul cadre pour les relations internationales, c'est le cadre des Nations Unies. C'est ces voix-là qu'il faut porter, et un jour ou l'autre, évidemment, face à ce désordre que créent ces logiques de puissance, ces crimes
que provoquent ces logiques de puissance, eh bien, nous retrouverons, je l'espère, le chemin d'une raison humaniste et démocratique. Alors, Monsieur Plenel, certains analystes disent que la guerre à Gaza a changé l'équilibre régional. Alors, dans quelle mesure la question palestinienne reste-t-elle le cœur du problème? La guerre à Gaza a changé l'équilibre international dans la mesure où Israël, qui est une puissance militaire incontestable dans la région, comme les États-Unis le sont à l'échelle du monde, a profité de l'occasion que l'action menée par le Hamas lui a offerte, qui avait une dimension de résistance, mais je le redis, dans les objectifs qu'elle s'est donnés, a eu une dimension de crime de guerre, de crime contre l'humanité par les massacres commis. La panique, le sentiment presque de survie ressenti dans l'opinion israélienne a permis à M. Netanyahou, qui était contesté en interne, y compris poursuivi par la justice de son pays, eh bien de radicaliser cette politique pour affirmer l'objectif du Grand Israël. Et du coup, attaquer les autres alliés du Hamas, le Hezbollah au Liban, continuer et poursuivre la colonisation en Cisjordanie, attaquer le Liban comme il le fait aujourd'hui, y compris vouloir occuper une partie du Liban, car le programme de l'extrême droite israélienne, c'est le Grand Israël. Comme il y a Great America, comme il y a Grande Russie dans l'invasion de l'Ukraine, nous sommes aujourd'hui face à la démultiplication de ces logiques de grandeur, dont le laboratoire, en quelque sorte, est ce qui se passe au Proche-Orient. On parle beaucoup du détroit d'Ormuz et de la mer Rouge. Alors, pourquoi ces zones sont-elles si stratégiques pour l'économie mondiale? Elles le sont parce que les économies mondiales, et là nous rejoignons tous les enjeux écologiques, sont fondamentalement ancrés dans les énergies fossiles, donc le gaz et le pétrole, et les principales réserves de gaz, ça c'est plutôt le Qatar, le pétrole, ce sont les autres, les Émirats, l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, elle a un oléoduc qui lui permet d'aller de l'autre côté, du côté de la mer Rouge, mais là, dans cette région du Golfe, c'est évidemment le cœur de ce qui est quelque part le drame de nos sociétés, c'est-à-dire cette logique d'économie fossile qui entraîne des désastres climatiques. Ça a des conséquences et elle est au cœur aussi de comment des régimes accumulent des richesses qui entretiennent leur dérive de puissance. Le premier criminel climatique à l'échelle du monde, c'est Gazprom. C'est l'entreprise russe qui est au cœur de l'oligarchie de M. Poutine. Conséquence de la crise actuelle, eh bien, M. Poutine respire, car le cours du pétrole augmente et du coup, ça lui met des réserves qui lui permet, car tout est lié, de continuer sa guerre en Ukraine. Car il faut avoir les deux yeux ouverts. Ce qui se passe au Moyen-Orient est en même temps lié à la façon dont ça se passe, car c'est une guerre terrible qui a lieu en Europe aujourd'hui, et M. Poutine et M. Trump sont liés. Derrière les paroles, M. Trump laisse M. Poutine continuer sa guerre. Il s'est occupé du Proche-Orient, du côté d'Israël, contre la Palestine, il a cautionné tous ces crimes, il a ce grand rêve de Riviera, c'est-à-dire de destruction, d'effacement de la Palestine, avec derrière toute une logique qu'il ne faut pas oublier, de gangsters. Ces gens s'enrichissent, ce ne sont pas des chefs d'État, je veux dire, quelle que soit leur idéologie, qui auraient une morale. Monsieur Trump et son clan, ce sont des gangsters, ils s'enrichissent au passage. C'est son gendre et son allié, son homme d'affaires dans l'immobilier qui font la diplomatie des États-Unis d'Amérique. C'est quand même sidérant. Le Conseil de la paix qu'il a soi-disant affiché pour effacer les Nations Unies, eh bien, il faut mettre 1 milliard en liquide pour en être membre Asie. Ce sont des affirmations, quand on relira ça dans des décennies, on dira mais qu'est-ce que c'était ce monde de fous que nous avons sous les yeux. Donc évidemment, aujourd'hui, on est au cœur de ce qui est la dépendance des économies et de nos économies modernes à ces énergies fossiles et au fait que c'est à la fois
quelque chose qui permet une énergie et une accumulation de richesses qui en même temps est destructeur au niveau écologique et qui en même temps est très fragile. Vous voyez, il y a un épisode presque anecdotique, vous avez dû suivre ça, ces influenceurs qui étaient dans les Émirats, qui paniquaient parce qu'ils payent moins d'impôts, c'est la belle vie. Mais les Émirats, le Qatar et les Émirats, ce sont des châteaux de sable, ce sont des économies artificielles. Un jour ou l'autre, tout ça ne sera que ruine, tout ça tombera. Donc nous sommes aussi devant la folie de notre capitalisme mondial, d'un capitalisme sauvage, d'un capitalisme qui n'a pas de limite, d'un capitalisme du désastre quelque part, et dont nous voyons bien que le souci de l'humanité n'est pas au rendez-vous, car déjà la guerre aérienne, car c'est une guerre aérienne pour l'essentiel qui se fait contre l'Iran, est une guerre dont les victimes sont évidemment des civils, sans compter toute la déstabilisation d'une région que nous, je parle des pays occidentaux, nous n'avons pas arrêté de déstabiliser. Vous savez qu'en Iran, ça a commencé par l'intervention des États-Unis dans les années 50 pour renverser M. Mossadegh, qui voulait contrôler le pétrole. Rappelez-vous l'Irak, nous avons soutenu M. Saddam Hussein, l'Occident, pas moi, contre l'Iran des mollahs. Et puis du coup, quand Saddam Hussein a voulu se récompenser avec le Koweït, du coup, on a riposté. Et puis finalement, on a prétexté les États-Unis d'Amérique du 11 septembre 2001 d'Al-Qaïda pour envahir l'Irak, qui n'avait aucun rapport avec Al-Qaïda. Du coup, on a détruit un pays. Cela a provoqué l'État islamique, Daesh, des crimes, du terrorisme mondial. Et donc, nous sommes aujourd'hui, nos pays, et la radicalisation de Trump et de Netanyahou, qui se voit comme une pointe avancée de l'Occident, en sont l'illustration, nous payons et nous continuons à payer le prix de nos propres aveuglements, et évidemment, cela se retournera contre nous. En France, aujourd'hui, il n'y a qu'une voix qui porte la voix, je dirais, de la raison, très fortement, comme M. Pedro Sanchez, mais elle est inaudible et elle n'a pas les leviers de l'État. Eh bien, c'est justement celui qui a dit non aux États-Unis d'Amérique en 2003, c'est M. Dominique de Villepin. Alors, M. Plenel, depuis des décennies, la communauté internationale parle de paix au Moyen-Orient, de solutions, de ceci, de négociations, mais dans les faits, les colonies s'étendent, les violences continuent, et la situation semble même se durcir. Est-ce que, selon vous, la communauté internationale a réellement voulu résoudre la question palestinienne? Ou est-ce que ce conflit est devenu une crise que le monde a fini par gérer sans jamais vraiment chercher à la régler? La communauté internationale est divisée. Vous voyez bien que ce dont nous parlons là, c'est le fait que les puissances n'ont pas voulu régler ce problème. Celles qui ont un droit de veto aux Nations Unies, et notamment du côté des pays occidentaux, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. C'est elles qui sont comptables de l'impasse dans laquelle nous sommes, car il fallait évidemment tordre le bras de l'État d'Israël, refuser sa dérive vers une logique identitaire, vers une logique de plus en plus fermée sur lui-même, dans une logique suprémaciste qui fait que l'ensemble des voies pacifistes, des voies humanistes, des voies démocratiques en Israël ont été mises de côté, ont été minorées. Il fallait engager une logique de boycott, comme contre l'Afrique du Sud, de l'État d'Israël, à partir du moment où, avec le mur, la construction du mur de séparation, il rentrait dans une logique de fait d'apartheid, c'est-à-dire de séparation, de mettre à part des populations et de persécution systématique de la population palestinienne. Cela n'a pas été fait. Alors, il ne faut pas simplement déplorer cela, il faut penser au futur. Et le futur, c'est l'arme de la justice. L'Afrique du Sud, et je viens de parler de l'apartheid, a planté ce drapeau dès les premiers mois d'après le 7 octobre, en engageant la procédure devant la Cour internationale de justice pour mettre fin, arrêter, pour faire adopter des résolutions internationales qui imposent à la communauté internationale d'interrompre le génocide en cours à Gaza.
Ce sur quoi la Cour pénale internationale, comme vous le savez, a délivré des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants du Hamas, mais ils ont été tués entre-temps, et contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense de l'époque. Eh bien, on voit bien que ces actions de l'Afrique du Sud, ces actions de la Cour pénale internationale, donc ces actions de la communauté internationale qui est du côté des droits humains, de la Charte des Nations Unies, des valeurs fondamentales qui sont au-dessus des États, au-dessus des nations, au-dessus des peuples, eh bien, n'ont pas été défendues, relayées par les puissances. Nous sommes à une heure de vérité sur les logiques de puissance. Et les logiques de puissance, cela concerne évidemment les pays de l'Union européenne et cela concerne les États-Unis d'Amérique. Et cela concerne, car c'est la nouveauté aussi de notre époque, le fait que ces logiques de puissance européennes qui dérivent vers l'extrême droite, vers une logique, je le redis, d'un nouveau fascisme identitaire, autoritaire, suprémaciste, ont hélas à l'échelle du monde de nouveaux alliés improbables. Ce n'est plus le bloc soviétique de l'autre temps. Monsieur Poutine laisse faire tout cela aussi, quels que soient ses discours par ailleurs. Il laisse jouer cette logique parce que cette logique l'arrange. Il est aussi dans une logique de puissance. Il veut pouvoir faire sa grande Russie. Il commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en Europe en agressant des nations souveraines. C'est le cas de l'Ukraine et il veut continuer à pouvoir le faire. Il est dans cette logique-là aussi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut parier sur la voie, fût-elle pour l'instant inaudible, fût-elle pour l'instant fragile, fût-elle pour l'instant minoritaire, des nations, des peuples, des États qui raisonnent en termes de droit international, en termes de communauté internationale, en termes de solidarité entre les peuples et qui refusent cette logique de puissance qui est profondément destructrice. Et ça ne nous épargnera pas. Nous serons, nous aussi, nous, les peuples qui se croient à l'abri, qui se croient loin de tout ça, nous serons concernés car ce sont des machines qui ne peuvent pas s'arrêter. J'ai souvent dans mes interventions popularisé ce néologisme d'illimitisme, des pouvoirs qui commettent des crimes, des pouvoirs qui sont profondément mafieux ne peuvent pas s'arrêter. Ils ne peuvent même pas quitter le pouvoir. Ils sont dans une logique sans limite. Ils ne veulent pas rencontrer d'obstacles. En ce sens, ils sont profondément antidémocratiques et sans vouloir déprimer tous vos auditrices et vos auditeurs, je veux plutôt les alarmer et leur dire que ce n'est pas un moment à être indifférent car l'essentiel de nos valeurs, quelles que soient nos sensibilités démocratiques, est aujourd'hui en jeu à partir de notre point de départ, ce qui s'est joué sur la Palestine et ce qui s'accélère à l'échelle du monde aujourd'hui. Derrière les stratégies des États et les intérêts géopolitiques, il y a surtout des peuples, des Israéliens, des Palestiniens, des Libanais, des Iraniens, des Syriens qui aspirent simplement à vivre en sécurité et en paix. Alors selon vous, qu'est-ce qui pourrait réellement briser ce cycle de violence et permettre enfin au peuple de cette région d'entrer dans une véritable ère de paix? À votre question, votre formulation est absolument pertinente. Je dirais que, y compris pour nous, journalistes, ce doit être notre boussole. Regarder les peuples, écouter les peuples. Déjà, nous, journalistes, nous avons une responsabilité dans le moment actuel pour que toutes celles et tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous lisent, y voient clair. Car vous voyez bien que c'est aussi une époque où les propagandes, y compris avec les outils technologiques, l'intelligence artificielle, les algorithmes, sont là pour nous empêcher de voir clair. Pour que le mensonge, pour que l'idéologie, pour que les fausses nouvelles, pour que les vérités alternatives, qui sont une autre version des mensonges, l'emportent. Et donc, y voir clair, c'est d'abord être à l'écoute des peuples, à l'écoute de leurs vérités vécues. Si on est iranien, par exemple, à la fois, on est conscient qu'on ne libère pas un peuple en lui envoyant des bombes sur sa tête qui vont le rendre encore plus victime, et en même temps, on est iranien, on sait combien le régime des mollahs a commis des massacres terribles contre son peuple, et notamment en janvier dernier,
contre les souhaits de son peuple d'être libre, d'avoir des droits et de ne pas être dépendant d'un régime théocratique, d'un régime où au fond il n'y a pas de véritable démocratie. De la même manière, au Liban, eh bien, il faut être solidaire d'un peuple qui est agressé, que l'on empêche d'avoir un État viable. Il est agressé par Israël, mais il est aussi agressé de l'intérieur par la logique du Hezbollah, qui rentrait dans une logique de lien avec l'Iran, de stratégie liée à la politique iranienne, qui se retourne contre eux, qui s'est retournée contre la dictature des Assad, qui était liée au régime iranien et au Hezbollah, qui est venu à leur secours en Syrie. Être du côté des peuples, les peuples, écouter les peuples, c'est ce que nous n'avons pas assez fait, y compris nos opinions, après, au moment des révolutions arabes. Il y a dans toute cette région un moment, y compris ça avait commencé en Iran en 2009, ça s'est accéléré dans le monde arabe. L'Iran n'est pas, et Perse, ce n'est pas un pays arabe, c'est un pays musulman de majorité chiite, mais c'est la Perse historiquement par rapport au monde arabe. Mais dans toute cette région, il y a eu, et je reviens aux révolutions qu'on a appelées arabes autour de la Méditerranée à partir de 2011, il y a eu un soulèvement général des peuples, et dont le centre a été ce qui s'est joué en Syrie et qui a été réprimé de manière dramatique par un régime génocidaire de son propre peuple. Eh bien, ces peuples parlent la même langue que vous et moi. Ils parlent justice, ils parlent droit, ils parlent égalité, ils parlent liberté. Nous avons été trop indifférents. Nous, non seulement nos États, mais nous, nos opinions, être du côté des peuples, être du côté du soulèvement des peuples, être du côté de l'expression des peuples contre l'injustice. Comme aujourd'hui, nous sommes spontanément du côté, à Minneapolis, de tous ces Américains qui, fût tardivement, comprennent que le Trumpisme est une catastrophe, que l'ICE, la répression des étrangers pour une déportation, car c'est le mot, est une police d'une violence inouïe contre les étrangers, l'arme d'une violence xénophobe et qui s'est traduite, vous l'avez vu, par des crimes contre des Américains qui protestaient. Être du côté des peuples, écouter les peuples, entendre les peuples, c'est cette voie-là qui nous permettra de retrouver une espérance. Je n'ai pas la réponse pratique, concrète que vous espériez, car je ne prétends pas diriger ou gouverner un pays. En revanche, je pense que le rapport de force se construit d'abord par la nécessité d'y voir clair, deuxièmement, l'exigence de ne pas être indifférent, ce qui signifie, encore une fois, être à l'écoute des peuples et se méfier de ces monstres froids que sont les États. Finalement, ce que je comprends, c'est comprendre le monde ne suffit pas à le changer, mais c'est souvent le premier pas pour que les peuples reprennent leur destin en main. Absolument. Vous avez fort bien résumé notre échange. Merci beaucoup, Monsieur Plenel. Ce fut un plaisir. Merci à vous. Les questions étaient pertinentes. Merci super, beaucoup. super. Merci beaucoup. Vraiment super. Je me demande ce qu'on peut ajouter. C'était de très écoute, bonnes questions, vraiment. Hein. Voilà. Nous sommes là pour étayer le débat. Et surtout faire comprendre ce qui se passe autour de nous, dans le monde entier, ne pas rester comme des, comment dirais-je, les moutons de Pagno, j'en suis. Oui, comme des rhinocéros. Si on se réfère à Ionesco. Oui. Moi, je voudrais parler de... Il est exceptionnel, hein, Monsieur Plenel. Hein? Oui, il est exceptionnel. Je voudrais parler de mon militantisme poétique à un moment, si ça ne te gêne pas. On peut démarrer maintenant. Non, mais il faut expliquer un peu autour de la table qui sont-ils, effectivement, qui sont aidés. Alors, présentez-nous. Alors, nous avons Madame Amra. Ouida Damra. Amra était prof de français, et de théâtre. Et de théâtre. Et poétesse, toujours. Elle a vécu une partie de sa vie au Liban. Oui. Et évidemment, tout le monde connaît la famille Amra en Martinique. Docteur Amra qui est très connu. Et puis les magasins Amra qui vendaient des chaussures, etc. Alors, elle n'a pas épousé la cause palestinienne. Mais non, la Palestine est en elle. À travers, évidemment, sa poésie, d'accord, la défense des femmes en Martinique. Et effectivement, aujourd'hui, elle est là pour étayer
pour que les Martiniquais qui vivent au quotidien avec les Libanais, les Syriens, et puis les Syriens, si nous avons vivre, et nous ne savons pas qui est meilleur qu'à souffrir, qui est meilleur qu'à vivre. Donc, je dis, nous allons essayer, qui manière, à travers discussion, qui manière ces gens-là, qu'à vivre situation dramatique là, qui peuple ou frère yo, j'appelle Macrec, c'est-à-dire le Moyen-Orient, qu'à vivre ça. Merci encore. Alors, merci. Merci Jean-Louis. Mais je veux ajouter quelque chose. Oui. Tu as dit que la Palestine est en moi, mais la Martinique est en moi. Parce que je suis complètement martiniquaise. Ma mère est martiniquaise. Je suis complètement martiniquaise. Mais je suis quelqu'un, évidemment, de profondément fidèle à mes origines paternelles, d'autant plus que j'ai connu ce pays-là, et je suis quelqu'un d'extrêmement sensible à tout ce qui relève de la notion d'injustice. Mes élèves pourraient en parler, parce que l'Afrique du Sud, j'en parlais à l'époque. Quand il y a eu les Khmers rouges au Cambodge, etc., j'en parlais. Enfin, je veux dire, moi, c'est véritablement... ça participe de mon ADN, le fait de ne pas accepter les injustices, voilà. Et on a Jean-Pierre rapidement au téléphone, qui a écouté tout ce que M. Plenel a dit. Monsieur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour, M. Polo-Assouvi. Bonjour à vos invités, M. Fonsa. Tout ce que je peux dire, merci. Et c'est un document qui m'a fini d'écouter là, ça extraordinaire pour que ça vienne d'un petit pays comme la Martinique. Ça qui pas connaître la situation, dit pas mentir même, informer aux autres. M. Polo-Assouvi, merci beaucoup. Merci, M. Fonsa. Merci, Radio Martinique Première, de bien informer le peuple martiniquais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, nous allons profiter de ces émissions le jeudi Pipolo pour que les Martiniquais, quels que soient originaux, social, économique, etc., puissent bénir en l'autre information. Et je dis à nous trapper M. Plenel, qui est un grand journaliste. Gratuitement. Oui, mais pas de problème. C'est la renommée de ce monsieur. Oui, non. On va l'avoir comme ça là pendant 30 minutes. Merci encore, M. Plenel. Pas de problème pour Plenel. Il n'y a pas de cas de donner l'argent. Si nous te proposons l'argent, il est fâché contre nous. Bon. Et profiter dans la présence libre pour évidemment expliquer de nous qui manière les journalistes, les reporters, effectivement, qui a examiné la situation et bon, nous informations nécessaires. Et puis après, nous dit Jojo Jacob. Jojo Jacob, c'est un vieux frère. Merci. C'est un vieux frère ou d'origine syrienne. Alors, d'origine syrienne. Faut y aller de naissance martiniquais fondamental. Fondamental. Voilà, tout simplement. C'est pas exceptionnellement, ça. Ah oui, Jeanne, bonjour. Bonjour, Monsieur Polo. Bonjour, Madame Jeanne. Un jeudi encore, je ne suis pas une dame Jeanne. Oui. Encore un jeudi, je vous appelle pour vous dire merci à vous, Monsieur Fonsa, et l'autre intervenant qui est de haut de gamme. Comme diraient mes patients, voilà, de haut de gamme, c'est bien. Merci beaucoup, merci. Et je vous ai dit la semaine dernière, lundi, la fête, nous avons fait la fête. Lundi, la bombe, nous avons bombé. Mais là, la culture, c'est Ibon. Tout simplement. Merci en pile. Merci, madame. À bientôt. Marie-Jeanne. Maman. Marie-Jeanne, c'est ça? Allô? Oui, bonjour. Allô, oui, c'est Marie-Jeanne Marie-Jo. Je viens, je ne serai pas très prolixe, mais je viens vous remercier à Martinique la Première, Polo, Monsieur Fonsa, et des invités, et celui que tu as interviewé, Monsieur Plenel. Eh bien, vraiment, Polo, très, très, très bien. Bravo, j'ai tout compris. C'était vraiment quelque chose de très important pour nous. Je vous remercie tous. Bravo encore à Martinique la Première. Polo, merci. Je t'envoie toujours des petits messages pour ton humour, mais aujourd'hui, vraiment, Polo, j'étais au top avec Martinique la Première, Monsieur Fonsa. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse nous alors, il y a notre présenté Jojo. Qui est syrien, d'origine syrienne. Martiniquais. Martiniquais fondamental, mais faut y aller de naissance. Faut y aller de naissance. Faut y aller. Nous connaissons depuis de longue date, pas de problème. Merci. Et à chaque fois, nous avons parlé du Moyen-Orient de la Palestine, ça semble exceptionnel. Donc, nous invitons aujourd'hui pour étayer, c'est-à-dire pour nous comprendre. Alors,
on sera là jusqu'à 1h, ou même peut-être même jusqu'à 3h de l'après-midi, pour le téléphone est bleu par le bleu foncé. Je ne sais pas si c'est à cause de vous venu avec un chien bois. Aujourd'hui, on va saluer qui? Allô, bonjour. Germaine patienter. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô, c'est moi, Jean. Oui, Jean, on vous écoute, Jean. Oui, rapidement, c'est plutôt pour M. Fonsa. M. Fonsa, c'est m'a dit canal, pas tout longtemps, mais c'est juste sur le canal sauté. Oui, m'a qu'à changer. Oui, bien salé. Oui, vaillant. Où ça? Et Polo? Oui. M'a ouvert la matin, M. Fonsa, c'est bien, m'a toujours dit. M. Fonsa, c'est trois Bibles qu'il a. Trois Bibles. D'ailleurs, ça veut dire que non, c'est un bon, il faut prendre le temps, il faut prendre un moment pendant M. Fonsa vivant. Je vais dire ça, je vais dire ça maintenant, chair de poule. Pendant que nous sommes vivants, regardez ce que ça nous peut faire. Pas de problème. C'est pas possible. Oui. C'est pas possible, ça, mais moi. Ben oui, c'est possible. La preuve. Là, on va dire que tout le monde a pas de mémoire, tout le monde a venir de driver. On va profiter de ça avant tout ça, il a dit nous foutre des migrants. Alors, un grand bravo, nous autres, par Lionel et M. Fonsa. Et puis, M. Fonsa. Oui. Tout on peut rester, puis nous, rester, puis nous. Parce que vous avez ma partie alors. Ah, c'est du vrai. Non, merci un peu. Merci un peu. Non, c'est pas pour moi qu'on fait ça. Moi, qu'on fait ça uniquement, évidemment, parce que c'est l'éducation de la population. Il faut que la population sache ça qu'a fait, ça, etc. Oh, si moi savent ou moi qu'a découvert ou mon relation, moi qu'a profité pour que tout le monde sache ça qu'a fait de manière différente. Nous avons un dernier appel, c'est que Germaine, et après nous allons savoir comment les autres qui vivent ça. Germaine, bel bonjour. Bonjour Polo, bonjour Monsieur Fonsa, bonjour l'invité. C'était extraordinaire ce que vous avez décrit ce matin. J'ai écouté fermement, c'est formidable. Hein? Merci beaucoup. Et puis Monsieur Fonsa, bravo pour ce... je ne sais pas comment dire. L'intelligence que vous avez. Non, pas intelligent, ma lire, c'est tout. Il est très instruit, Très souvent, il y aura des différences. Ouais, discret. Non, madame, non, pas de problème. Nous allons rouler. Continuez comme ça, c'est bon. Merci Martinique Première, merci Polo, et puis tous ceux qui ont fait cette émission. Alors, je dis, il faut d'abord changer de statut. Il peut être animateur, il peut être journaliste. C'est ça, il peut peut-être pas qu'il est plus fort que vous, mais il cache vous. Non, mais il a fait plus fort. Nous allons partager ça, nous savons. Germaine, okay, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Nous allons saluer l'autre monde. Allô, bonjour. À bientôt, bye. Bisous, bye. Bisous, à bientôt. Allô, bonjour. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Bonjour Polo, bonjour Monsieur Fonsa, bonjour le journaliste. Je tiens à vous remercier énormément. L'émission est formidable parce que moi j'ignorais complètement de ce qui se passait au Proche-Orient, moyen et proche. Mais l'information, c'est formidable. Je vous remercie énormément. Polo mérite un beau tout partout. Ah ben, je vais venir. Allez, bonne journée. Merci encore. À bientôt. Allez, une dernière personne, c'est moi là. Une dernière, et puis on va entendre. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Votre prénom? Voilà, c'est Hugo. Hugo, salut Hugo. Ouais, salut. Alors, ça m'a dit par rapport à tout ça. Bon, en fait, m'a pas pris l'émission tout au début, m'a pris à partir de l'intervention Plenel. Pour dire que Plenel, il est Martinique, d'après ça m'en savent à peu près. Oui, absolument. L'école Martinique, etc. Et puis, c'est fait la différence. C'est-à-dire, par rapport à ça, nous tenons que Plenel a dit, et les informations que nous attendons dans les grands médias en télé, pas mis à rien à ouais, et puis ça que Plenel a raconté, qu'a dit, ça qu'a dit. Et c'est savoir faire la différence, c'est-à-dire aller vers l'information, mais et puis lucidité. Parce que tout ça nous attendons dans les grands médias, c'est les des milliardaires qui ni ces médias, donc il y a là dans le sens impérialiste, dans le sens des profiteurs, etc. Donc des journalistes qui pas libres des expressions, les journalistes qui ont les grands médias, ils pas libres des expressions, ils pas aller, c'est si long, vent qu'à pousser, c'est comme ça ils aller. Alors c'est ça moi te le dis, et puis bravo à monsieur Edwin Plenel, et puis papa était en
dans l'école qui était cassé, tout ça, et c'est un bouc qui était toujours vertical. Ok, Tchébéred, et puis merci encore, M. Polo, merci Fonsa, hein? Ok, et puis Tchébéred. Merci en pile, merci en l'eau, merci en chai. Eh ben, je vous donne la parole maintenant. Nous bien démarrer. Alors, Poutine, alors, à l'état il m'a et puis Jojo Jacob. Parce qu'effectivement, Martinique, nous avons une communauté très importante, hein, et de sacré du gens du Maghreb, c'est du Moyen-Orient. Alors, cette communauté m'a découvert qu'il vivait en Martinique dans les années 1870-80, qui commençait à arriver. C'est-à-dire qui commençait à arriver en Martinique. Alors, Poutine est arrivé en Martinique parce que, apparemment, d'après ça, mon compagnon en ligne, il était allé vers les USA, et puis il était ici, puis bon, il installé quoi, yo. Il a garé quoi. Il était allé de côté, puis finalement, il a garé. Et puis, il est tellement proche de nous. Il a maillé, il a fait yiche, etc. Et puis, nous, comme bien en bagaille, c'est que mon communauté, dans toute campagne Martinique, c'est eux qui ont porté linge, souliers, crédit. Et puis, il y en a moins aussi, hein. Parce que il y a moins en chemise. Et puis, il y a un dos. Il dit, oh, mais t'as maigri. Parce qu'en tant que bagaille, en tant que patini boutique, patini rien, et maman est là, alors, en chaque commune Martinique, il y a au moins une qui était jusqu'à présent, je regarde Rivière pour l'autre, Marin, cette Marignon qui était jusqu'à présent, et bien qui font quoi dans la population. Donc, sans population qui caille nous, il y a une importance économique, qui partage toute culture nous, d'accord, parce que quand nous, quand manger comme nous, et il y aura un football nous, alors, parce que si on n'a pas oublié un bagage, il y a un football exceptionnel, il y aurait Dib. Dib, ah oui. Oui, Dib, c'est un football d'origine libanaise, natif de la Martinique, qui a épousé une pilotine aussi à l'époque. Oui, voilà. Mais pas qu'à dire ça fait bien pour classe. Non, mais pas dit quand même. Donc, si vous voulez, ils vivent comme nous, etc. Et Fort France m'a changé, là, m'a fait tout ça pour entrer l'internat. La rue François Rago, moi, j'ai descendu, et puis moi, alors, je vais une anecdote là, et puis moi, pour nous acheter linge pour acheter. Et puis, maman, elle a parlé entre eux, langue. Maman, est entrée en conversation aussi. Je dis, maman, c'est quoi, maman dit, ils sont marocains, qui parlent arabe, effectivement. Nous sommes partis acheter des tibères, nous vivons en sac. C'est pour dire qui manière. Ils vendent bien. Oui, pas seulement vendent bien, mais qui manière communauté, c'est-à-dire qui manière groupe là, groupe social là, groupe économique là, effectivement, pour partager la vie nous au quotidien. Et tu as à côté moi, il a parti à bord taxi payé, il a monté toute campagne. Nous sommes à vendre linge, il a porté médicaments, de acheter, etc. C'est comme ça la fête. Et faut pas oublier ça. Ça a porté bon nous et communauté là. Et surtout, moi, des grands savent, monsieur Fonsa et Pio, comment il y a vivre ça qui a fait c'est tout ça au Moyen-Orient. Ah, mais là, c'est un deuxième point important. Mais pour bien c'est mon situation, communauté là, oui, je vais ajouter un élément concernant ma famille, par exemple, et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont venus en Martinique. Faut pas oublier qu'il y avait le mandat anglais en Palestine, avec les difficultés de vivre là-bas, c'est-à-dire les lois d'exception. Je sais que mon grand-père, il est parti à ce moment-là, parce qu'il avait fait de la prison, etc. Et il devait partir en Colombie, vers la Colombie. Et donc, il y a eu une avarie de bateau, il s'est arrêté ici. Après, mon père, donc, c'est une autre histoire, donc des années et des années après, mon père qui a épousé une Antillaise, mais au Moyen-Orient, on va raconter après comment ça s'est passé, mais c'est un livre à venir, si je suis édité. Si je suis édité, en fait, mes parents, après, ont dû quitter les portes de Jérusalem, ils étaient à l'Ifta, au moment de 48, au moment de la Nakba. Et ils sont repartis, ils voulaient s'installer là-bas, rester là-bas, et ils sont revenus ici. Et pour compléter ce que tu disais, moi, Alcindor m'avait interviewé une fois parce que je m'étais lancé dans la musique et j'ai fait un album il y a quelques années de cela. Et donc, et Alcindor n'a pas arrêté de me parler de mes parents, en fait, en disant vos parents ont contribué à construire Fort-de-France, à construire la ville avec beaucoup d'autres gens. Et nombreux sont les jeunes Martiniquais qui, à un moment, quand vos parents ont mieux réussi, ont pu bénéficier de crédits où on disait vous allez venir payer après. Voilà. Certains me l'ont dit, même à la mort de maman, il y a des gens qui sont venus qui m'ont dit tu sais, tes parents, ils ont permis que, etc., etc. Dont des noms un peu connus maintenant en Martinique. Mais non, mais c'est important de nous expliquer ça parce que
Parce que ils ne sont pas étrangers à la Martinique. Si aujourd'hui, alors je dis deux choses. Après la Première Guerre mondiale, il y a la SDN, la politique des mandats. La France s'est occupée de la Syrie. Et du Liban. Oui. Les Anglais sont occupés de l'Irak et évidemment de l'Arabie Saoudite. D'accord ? C'est la chute évidemment de l'Empire ottoman. D'accord ? Oui. Alors, c'est extraordinaire. J'ai une photo de mon père en Syrie à cheval devant la ville de... J'oublie le nom de la ville. Mais c'est extraordinaire. Quand il m'a montré ça, j'étais encore petit. Puis après, il fait des études d'histoire. J'ai dit, mon papa était là à l'époque. C'est exceptionnel. Tout à dit. Donc, cette communauté chez nous, c'est pour ça qu'on fait l'émission avec la communauté, c'est pour que les gens ne se ferment pas les yeux et disent, c'est terroriste, c'est islamiste, c'est ceci, cela. Non, c'est nous. Cette communauté fait partie, enfin, ce groupe social fait partie de la Martinique aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait cette solidarité. Et surtout, il est bien intégré. Oui, mais pas intégré seulement, il y a aussi les Martiniquais. Ouais. Oui, mais je crois que la question ne se pose même pas. Moi, j'avais envie de revenir à la Palestine, puisqu'on parlait. J'avais envie de rappeler quand même la phrase d'Aimé Césaire, complète. Où que nous regardions, l'ombre gagne, c'est ce qu'a dit Edouard Plenel. Le cercle d'ombre se resserre parmi les cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Ça a été dit dans un contexte particulier en Martinique, d'accord ? Et on risque d'y revenir. Voilà, l'époque l'amiral Robert. L'époque de l'amiral Robert. Et concernant notre engagement par rapport à la Palestine, je dis une phrase de Glissant, agis en ton lieu, mais pense avec le monde. Et je veux dire, aujourd'hui, personne ne peut être indifférent à ce qui se passe dans le monde. Parce que quand on parlait de Gaza, il y a quelque temps, on disait Gaza, c'est un précédent. Mais ce qui se passe à Gaza aura forcément des répercussions. Et les répercussions, on les a vite trouvées. Parce qu'à partir du moment où on permet aux fauves de se lâcher, ils se lâchent, non pas seulement au Moyen-Orient, mais la permission est donnée. On a vu le kidnapping de Maduro, même si on n'était pas personnellement pour le gouvernement de Maduro, mais c'est inadmissible, c'est une ingérence, c'est le non-respect du droit international. Donc, je veux dire, et j'avais été très sensible à la phrase de la première ministre de Barbade, qui est une femme extraordinaire. Madame Moté. Oui, elle est extraordinaire. Elle avait dit... il s'agit peut-être du premier génocide télévisé. Ce qui se passe à Gaza est un affront à la dignité humaine. L'échelle de l'horreur et de terreur des bombardements éclipse tout. Et Barbade a reconnu la Palestine en avril 2024. Donc je veux dire, on ne peut pas être indifférent aujourd'hui. Parce que est-ce qu'il fallait être sud-africain pour militer contre l'apartheid en Afrique du Sud ? Est-ce qu'il faut être de la même famille pour aider quelqu'un ? On peut aider quelqu'un sans que ça ne soit de ta famille. Et je veux dire, il faut reposer la question de l'humanité, la question de l'humain. Il faut qu'elle revienne au centre. On n'est que dans des questions de fric, des questions de système financier. Et on oublie l'humanité, on oublie l'humain. Voilà. C'est ça. Non, mais je pense que la question palestinienne nous ramène à notre humanité. Exactement. C'est ça important aujourd'hui. Et donc, les Martiniquais qui vivaient tous les jours avec les amis palestiniens, syriens, comment on dit quoi dire en général. En tout cas, de la Syrie. La Syrie, c'était un basketteur. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, déjà, comment est-ce que vous avez encore de la famille dans ces régions ? Et bien sûr, comment vivent-ils la situation ? Alors, donc, oui, nous avons de la famille à Ramallah, nous avons de la famille à Jérusalem-Est. Ils vivent très mal la situation, évidemment. La famille à Ramallah, en fait... Vous allez m'expliquer ça dans quelques secondes, juste après les titres du journal. J'ai bien envie de savoir comment, depuis la Martinique, vous vivez ça. Est-ce que vous avez la possibilité de vous déplacer, aller les voir, revenir, tout ça ? En ce moment, non. Je suppose. Oui, nous dans l'esprit en maçonnage, nous pas qu'à rien qui garder en les Sainte-Anne, Sainte-Luce, Rivière-Pilote ou Montrouge. Nous allons aller plus loin qui ça, nous allons voyager, puis nous allons essayer de comprendre comment il y a d'autres moments qui vivent. Et ces questions là m'ont posé Amra. Comment la famille vit cette situation? Avant de répondre, je voulais vous remercier vivement et M. Fonsa également. Voilà, pour cette émission.
Écoutez, les nouvelles que j'ai, on essaie de ne pas trop communiquer parce qu'il ne s'agit pas de les mettre en difficulté non plus. Mais les nouvelles que j'ai, la vie est extrêmement difficile. Quand un neveu que vous aimez beaucoup vous dit que la Chine s'en mêle et qu'on en finisse, s'il faut mourir, on meurt, voilà. Je veux dire, bon. Et puis, personnellement, moi, je me dis que mon père, les 4 dernières années de sa vie, a voulu éviter que les colons ne prennent les terres qui nous restaient. Mon père est parti après la mort de notre mère et finalement, il est enterré là-bas. Une fois arrivé là-bas, on lui a trouvé son cancer de la prostate comme à tout potentiellement martiniquais. Et donc, il est enterré là-bas. Je me dis que je ne pourrais peut-être plus jamais... Oui, il est enterré où? En Cisjordanie ou à Ramallah? Pas loin de Ramallah. Pas loin de Ramallah. Oui. Et Ramallah, c'est la ville palestinienne, Ramallah. Oui, c'est la Palestine. Ce sont les territoires, ça a été les territoires autonomes palestiniens, puisqu'en 88, Yasser Arafat avait, à partir d'Alger, déclaré l'indépendance de la Palestine, enfin, l'autonomie, l'indépendance à venir de la Palestine. D'accord ? Après, c'est devenu territoires autonomes, territoires occupés, territoires annexés. Et aujourd'hui, honnêtement, les gens qui sont nés là-bas, on est 2 de la famille, puisqu'on était 10 enfants. On est 2 à être nés là-bas. Maintenant, quand on va sur le site de Nantes pour demander un papier, une fiche d'état civil ou un extrait de naissance, c'est carrément mis né en Israël. Donc moi, je refuse d'imprimer les papiers pour le moment. Donc ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire finalement que l'Europe a déjà... accepté. Parce que ça fait 6 mois que je vais sur le site. Alors, il faut comprendre aussi, les accords d'Oslo, c'est important, entre Menachem Begin et Arafat, d'accord? Et ensuite, Camp David avait reconnu l'État palestinien, d'accord? La partie Jérusalem-Est, c'est important, et la Cisjordanie. Oui. La Cisjordanie qui devait effectivement entrer dans plus Gaza. Oui. Plus Gaza. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui, pratiquement la Cisjordanie est occupée. Pratiquement, il n'y a plus rien. Et les Palestiniens sont sachés de leur terre, quelquefois sont assassinés. C'est important. Et ça, c'est important. Et quand on voit aujourd'hui, il y a en fait, tous les accords passés, pas qui mettaient fin, mais qui reconnaissaient l'autorité palestinienne et l'État palestinien, cet accord-là a été froissé, jeté aux ordures, si vous voulez, par Israël, et évidemment avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Et on voit bien les autres grandes puissances, même s'ils ont babillé à un moment donné, mais tout est accepté. En fait, aujourd'hui, alors, quand on écoute le discours de l'ambassadeur israélien, il dit oui, nous sommes descendants dans la Bible, etc. Et le grand Israël, le sionisme, le grand Israël, c'est toute cette partie arrivée jusqu'en Arabie Saoudite. C'est-à-dire, dans leur tête, aujourd'hui, toute cette zone géographique, leur appartient parce que, sous prétexte que dans la Torah, c'est-à-dire dans la Bible, effectivement, on parle du grand Israël, mais ça n'a rien à voir. Ce qu'on appelle, comment t'appelles ça? C'est du sionisme, c'est-à-dire Sion, dans la Bible, c'est cette région, Sion. Donc, ça n'a rien à voir avec, évidemment, la réalité géographique. Alors, il faut dire aux gens, pour ne pas oublier ça, que tous les peuples vivaient tranquillement avant le partage de l'ONU. Les Palestiniens, les Juifs, toutes ces populations, les Chaldéens. Enfin, les Palestiniens, Juifs, musulmans et chrétiens. Parce que c'était des Palestiniens. C'était des Palestiniens. Mais bien sûr. Vivre sur un territoire sans problème. Oui. Je vais bien entendre Jojo. Jojo, on va attendre, nous rapprochera du... Non, mais bien sûr, excuse-moi. Alors, juste pour revenir, alors, Ouidad a parlé de son origine palestinienne. Moi, je suis d'origine syrienne, bien sûr. Mes parents sont entrés comme sujet français. Parce qu'à l'époque, c'était sous protectorat. La France et le Liban étaient sous protectorat de la France. Donc, ils sont entrés en 1936. Donc, ça, c'est pas hier. Ça va faire 90 ans. Et bien sûr, je suis né ici. Alors, pour revenir à ce qui se passe dans le contexte palestinien, Ouidad connaît mieux que moi, certainement. Mais moi, je pense qu'il y a expansion volontaire de l'Occident. Parce que ce n'est pas normal. Ce qui s'est passé déjà à Gaza très récemment, on est en train de substituer un peuple par un autre qui va venir s'installer là.
Et ce qui se passe actuellement dans le Sud-Liban me rappelle ce qui se passe à Gaza. Je suis navré. Alors, maintenant, ils vont en direction de Beyrouth. Je crois que là, c'est pas sérieux. C'est en toute impunité que ces gens-là font ce qu'ils veulent. Ça n'est pas sérieux. Je vais dire très sincèrement. Mais comme vous dites ces gens-là, rappelez bien qui. Je parle d'Israël et bien sûr le grand Manitou américain par son président. Moi, j'ai pas honte de dire. Celui qui dirige actuellement le monde, oui, il veut diriger le monde. Je suis navré. On ne peut pas accepter ça. C'est pas sérieux ce qui se passe là. Donc je ne peux pas cautionner cette affaire. C'est pas sérieux. C'est inadmissible. Enfin, l'humanité ne peut pas cautionner ça. Est-ce que ça va s'arrêter? Mais justement, c'est la question. Est-ce que j'ai posé cette question-là à monsieur tout à l'heure là? Oui, je lui ai posé la question. La question, c'était est-ce que le reste du monde comprend réellement la complexité de ce conflit? Est-ce que vous vivez? Personnellement, moi, je pense que les populations le comprennent. Les populations. Mais le drame, c'est que nous sommes dirigés par des pontifes. C'est pas sérieux. Moi, je crois que c'est pas sérieux, ça. On a 3 ou 4 dirigeants qui sont à la tête de ce globe et qui veulent décider pour nous. Là, c'est pas sérieux. Et puis, malheureusement, nous avons notre très cher président qui... Je ne veux pas dire le mot après. Ça serait un petit peu trop dur. Est-ce qu'on peut quand même envisager une solution durable aujourd'hui, où il y ait un peu de calme, de paix? Non. En plus, en plein carême, là, en plus. Ah ben, on aimerait. on aimerait. Mais honnêtement, moi, je crois que les masques tombent, simplement. À titre de rappel, simplement, à la fin de la Première Guerre, il y a eu les accords Sykes-Picot, c'était en 1916, où finalement la France et la Grande-Bretagne se partageaient le Moyen-Orient, en fait. Ensuite, il y a eu la déclaration Balfour en 1917, où un antisémite, en fait, Balfour était antisémite, se débarrassait quelque part de la population juive en donnant la possibilité de créer un État national juif. Un foyer national juif. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et il y a eu la barbarie de la Shoah. Donc la barbarie de la Shoah, qui était antisémite? C'était les Européens. C'est à partir de cet antisémitisme que la culpabilité a été grande, et notamment l'histoire du bateau qui a fait le tour, l'Exodus, et qui n'était accepté nulle part. Et à partir de ce moment-là, il y a eu la déclaration de partage de la Palestine en 1947. Monsieur Plenel parlait de résistance. Les Palestiniens ne font que résister, de prendre en main leur destin, mais ils ne font que cela. Il y a eu toutes sortes de résistances pacifiques, armées. Tout a été essayé. En 88, lorsqu'il y a eu la proclamation de la Palestine par Arafat, il y a eu aussi la reconnaissance d'Israël. Parce que la manipulation et la propagande n'arrêtent pas de dire on ne reconnaît pas Israël. Arafat avait reconnu Israël. Et Arafat, sur la scène internationale, pouvait mener à la paix. Tout a été fait pour saboter. Pour saboter Arafat. Les signataires d'accord, Menachem Begin, il est assassiné. Oui. Pour oublier ça, tous les signataires même sionistes, puisque c'est un sioniste, faut pas dire. C'était pas Begin. Begin a été assassiné. Oui, Begin, il me semble que c'est Begin qui était assassiné. Non. Ah non, je me tenais. Oui. Du coup, je connais que son nom, mais j'ai oublié. J'ai oublié le lieutenant qui était assassiné. Ah oui. Et je me souviens à l'époque, on disait en l'assassinant, on a assassiné la paix. Mais bien sûr. Parce qu'il y avait lui et Arafat. Arafat a été empoisonné également. Oui, bien sûr. Donc, et ça c'est important. Rabin, Isaac Rabin, oui. D'accord. Les accords d'Oslo, effectivement. Oui. Et il y a eu Camp David et Oslo. Donc, il a été assassiné. Je me souviens à l'époque, en assassinant Begin, on a assassiné la paix. Rabin, monsieur. On a assassiné la paix. Et voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que il avait fait son chemin, Rabin, parce qu'il était très dur au moment des intifadas. C'est lui qui avait donné l'ordre de briser les os des enfants. Et il avait fait son chemin, il avait compris que la seule issue, c'était la paix. La négociation. La paix et la négociation. Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Où en est la diplomatie? Où sont les diplomates? Il n'y a plus de diplomatie. Excuse-moi, il ne faut pas oublier qu'il a été assassiné par un Israélite comme lui-même. Il le dit aussi. Il était assassiné par l'extrême droite israélite. Tout à fait. C'est l'extrême droite. Donc, mais alors aujourd'hui, c'est que les structures telles que l'ONU, etc., volent en éclats.
il vole en éclats. Et vous avez vu, le président américain a proposé, d'accord, mettre en place un comité de la paix. Mais il faut cotiser $1 milliard pour adhérer à ce comité. Et il serait président de ce comité à vie. C'est-à-dire aujourd'hui, alors qu'il y a 20-30 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'ONU et ses organismes, si vous voulez, permettaient au peuple, quel que soit le niveau, de discuter, d'avoir un avis, etc. Aujourd'hui, comme dirait De Gaulle, ce machin a pratiquement disparu. Et ce qui est important, ce sont les rapports de force, c'est-à-dire militaires. Donc, Netanyahu a décidé, Gaza, c'est réglé, la Cisjordanie, c'est réglé, on s'attaque maintenant au Liban, qu'il soit chrétien ou musulman, c'est réglé, la Syrie, c'est réglé, on n'a rien à foutre, pas la Syrie, et l'Iran, c'est réglé, on n'a rien à foutre, que ses alliés soient bombardés, c'est pas un problème. Alors, il faut remarquer, c'est très important, aujourd'hui, les États-Unis n'importent que 10% de son pétrole. Donc, ils parlent de pétrole parce qu'ils ont relancé chez eux, évidemment, le pétrole schisteux, d'accord, etc. Donc, pour eux, ce n'est pas un problème. Donc, et ce que dit Plenel est très important, c'est l'humanité qui doit sauver, etc. Alors, il y a un livre qui vient de sortir qui est très intéressant, je dis aux gens, qui s'appelle « Les Irresponsables ». C'est un monsieur qui s'appelle Chapoutot, c'est un historien français. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend l'histoire entre les deux guerres pour montrer comment la montée du nazisme s'est installée en Europe et les conséquences pour les peuples pendant cette période. Il dit les dirigeants aujourd'hui sont des irresponsables. Ils se mettent à genoux devant, évidemment, le pouvoir et la force des États-Unis et du sionisme, d'accord? Mais ils ne tirent pas de leçon de l'histoire. Je dis aux gens, si vous avez ce livre qui s'appelle « Les Irresponsables », c'est extraordinaire, il faut le lire, parce que pour comprendre un petit peu comment l'histoire entre les deux guerres annonce évidemment des futurs aujourd'hui. Alors, ce qui a changé, effectivement, il n'y a plus le camp socialiste, etc., etc. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde se plie devant l'extrême droite, qu'elle soit américaine, qu'elle soit européenne, en Italie, en Hongrie, etc. Tout le monde, on voit bien la montée du Front National, un peu partout, qui impose, pas que. Oui, et qui impose son point de vue sur les populations. Donc, si vous voulez, oui, je voulais dire quelque juste rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire à propos du livre que tu as parcouru. Laisse-moi te dire, effectivement, cette époque que nous on est en train de vivre, je pense qu'on l'a vécu à partir de 1936 avec Hitler. Ah ouais, exactement. Et c'est la montée du nazisme et de l'extrême droite. Ouais. Ça, c'est une réalité. Ouais. Oh, c'est ce qui se produit actuellement avec M. Trump. Je suis navré, et puis bien sûr, ses policiers, ses amitiés, tout ce que tu veux. Alors, je suis navré. On est en train d'une renaissance. Je ne sais pas s'il faut l'appeler Hitler, mais je pense que c'est un criminel. Je suis navré. Bombardé comme ça, aller partout dans le monde. Je vais annexer Groenland. Oui. Je veux récupérer le canal de Panama. Le 51e État, ça sera le Canada. Bientôt, je vais prendre le rocher du diamant de la Martinique. Tout à fait, ça n'est pas impossible. Il a dit qu'il voulait mettre Cuba à genoux. Mais Cuba est à genoux depuis 63 ans. Je suis navré. L'embargo que subissait le peuple cubain, c'est pas sérieux, c'est inadmissible, c'est inhumain. Oui, mais le problème, c'est que le reste du monde ne dit rien. Tout à fait. Ils sont spectateurs, voilà. C'est ce qui est dommage. Ouais. Je ne vais pas rester longtemps dessus. Il a dit qu'il a une fessée à faire à la présidente élue du Mexique. Ouais. Mais quel est le langage de ce président des États-Unis? Mais c'est quoi ça? C'est pas un président, ça. Je suis navré. La Colombie est un pays de narcotrafiquants. Ouais. Le Venezuela, il a voulu... comment dirais-je, pas récupérer, le mot n'est pas bon, enlever le président en exercice, qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas, avec son épouse, et il s'en va. Qui c'est qui est à la place du président, la vice-présidente? Je suis navré, Polo. Je pense que cette vice-présidente doit être à la botte de Trump. Excuse-moi d'être cru, moi. Je suis navré. Mais normalement et logiquement, c'est ça. Mais c'est pas sérieux. Vous avez été élu, vous êtes un tandem, vous êtes un duo. Votre président s'en va.
il s'en va pas, il est enlevé de chez lui. Je suis navré. Je m'excuse. Ouais. C'est-à-dire qu'il lui avait promis pire qu'à Maduro. Hein. Oui. Il lui avait dit, vous allez payer. Mais laisse-moi te dire, tu es là quand même, tu sauves quelque chose. Ouais. Au moins ton pays. Alors j'ai envie de compléter. Vas-y. J'ai envie de compléter ce que tu viens de dire. Tu as parlé des années 30, 40, etc. Mais je veux dire, là, on est dans une inversion absolue des valeurs. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Raoul Peck, Orwell, 2 + 2 = 5. C'est absolument extraordinaire, il faut le voir. Raoul Peck, c'est un Haïtien qui a vécu en Afrique parce que son père était fonctionnaire et qui a fait plusieurs films. Il a fait sur Fanon. Il avait fait aussi un film sur l'Afrique du Sud. De très beaux films en plus. Oui, très beaux films. Parce qu'en fait, il y a une inversion des valeurs. Il y a l'acceptation du mensonge au détriment de la vérité. On voit tous nos politiques mentir en permanence. Trump, il ment tout le temps. Quand on voit que notre ministre des Affaires étrangères se range à tronquer une partie de la phrase qu'avait dite Madame Albanese, Francesca, qui est la rapporteuse spéciale de l'ONU pour la question palestinienne dans les territoires occupés, en fait, il est parti d'une fake news qu'il a répandue complètement en demandant à ce qu'elle soit démissionnée de son poste. Mais je veux dire, c'est gravissime. Quand on voit qu'un diplomate comme lui, toujours le même, qui dit que finalement l'Espagne, parce que tout le monde a salué l'Espagne, que le sauveur du monde, ce n'est pas l'Espagne, mais la France, je veux dire, on est au sein de l'Europe, tu ne tiens pas des propos comme ça sur un pays européen comme toi-même, tu vois. Et je veux dire, on n'est plus dans la négociation, c'est la force. On ne respecte plus qui est l'autre, on ne respecte pas les ressources de l'autre. On veut prendre ce qui appartient à l'autre, c'est de la prédation. Au Venezuela, il a pris le pétrole qu'il voulait. Parce que par hasard, il ne s'attaque qu'à des pays où il y a du pétrole quand même. Donc, oui, c'est ça. C'est ça, c'est la prédation. Mais sommes-nous pas allés maintenant d'une autre colonisation? Oui, mais c'est du néocolonialisme. Tout à fait. C'est du néocolonialisme. Absolument. Et en plus, avec des armes sophistiquées. Parce que ça, c'est très grave, ça. Il y a 2 armes importantes aujourd'hui. C'est l'arme de ChatGPT, je dirais, du numérique, pas seulement du numérique, mais de l'intelligence artificielle, qui est capable de fabriquer, de produire l'ensemble des contre-vérités, et de faire ça passer pour de la vérité. Ça, c'est important. Puis, une deuxième arme, évidemment, c'est la force militaire. La force militaire, effectivement. Donc, si vous voulez, ce qu'on a connu dans les années 70, l'ère de la décolonisation, où les peuples s'étaient dressés, et pour dire, attends, nous sommes aussi des hommes, nous sommes aussi des peuples. Aujourd'hui, tout ça est remis en cause sous prétexte que, ce que j'ai dit toujours, le marché et la finance mondiale, évidemment, les fusées, etc., ceux qui dictent la loi du monde aujourd'hui. Et c'est ça tout le problème aujourd'hui. Donc, la question palestinienne nous révèle, mais à nu, effectivement, la question met à nu, tout. Mais à nu quoi? Mais à nu, évidemment, ce nouveau monde qu'ils sont en train de créer. C'est-à-dire, ils expérimentent sur le Moyen-Orient ce qu'ils voudraient faire sur le reste du monde. Et c'est ça qui... Donc, aujourd'hui, défendre la Palestine, défendre le Moyen-Orient, évidemment, c'est nous préparer à nous défendre nous-mêmes. C'est pour ça que cette émission est importante. Parce que, voilà, le Moyen-Orient, voilà une zone géographique loin de nous, mais aussi proche de nous, sous lesquelles on est en train d'expérimenter la violence et le mensonge, tu veux. Et aujourd'hui, nous avons le devoir, effectivement, parce qu'en défendant cette zone géographique, cette zone politique, c'est dire, attendez, ils sont en train de faire ça là, comme ils ont fait en Allemagne dans les années 30, 35, 36, d'accord, comme ils ont fait en Espagne aussi, la brigade Assaut, pour, effectivement, nous positionner. Écoutons Daniel au 0696 63 23 23. Bonjour, Daniel. Bonjour à vous tous. Bonjour. Vous savez, j'aime pas trop intervenir, mais je suis contraint. Quand j'entends la radio, parce que j'écoute la radio Martinique, surtout le jeudi, qu'ils font ça, mais je suis contraint d'intervenir. Vous savez pourquoi vous dites tout ce que vous dites? Parce que vous vivez dans un pays qui s'appelle la Martinique. Et je remercie le gros bon Dieu qui m'a fait vivre dans un pays de Martinique, où j'ai pas toutes les difficultés de ces différents peuples que vous énoncez. Qui a été un grand menteur? Eh bien, Fidel Castro est un grand menteur pour le peuple cubain. Un grand menteur, un grand salopard. Qui a été un grand menteur?
qui a été un grand moteur. Maduro est un grand moteur pour le peuple vénézuélien. Parce que si vous viviez au Venezuela, vous allez remercier Trump. Et Trump. Bon, l'embargo, vous parlez tout le monde dit, encore le fois, là-bas, vous avez M. Daniel William, qui a dit qu'il y a fait organisation pour le peuple cubain. C'est pas pour le peuple cubain, on va faire une organisation. Faut qu'on fasse un bagage contre la famille Castro, les frères Castro. Parce que les frères Castro, ils ont, s'il y a eu une révolution cubaine, parce que je suis à dire qu'il n'y a pas eu de révolution cubaine. Il y a eu un coup de force des frères Castro qui ont pris Cuba pour eux. Et s'il y a une révolution cubaine, la révolution cubaine a été volée par les frères Castro. Alors, j'ai pas entendu. Daniel. Non, on n'est pas sorti du sujet. Voilà. Sujet, je dis, nous n'y allons table là, évidemment, en Madame Amra, d'accord, qui est d'origine palestinienne, qui vient expliquer situation pays et situation zone. Et puis nous avons M. Jojo Jacob, qui s'en sait rien, évidemment, c'est un frère aussi, qui vient parler de nous dire ça. Donc c'est ça qui est plus important. Et nous tenions au début, ce qu'on écoutait bien, M. Plenel, journaliste indépendant, qui venait nous pendant 10 heures sur les point de vue d'un intellectuel journaliste, parce qu'il y a pratique, c'est pas un bouc qui a arrêté l'ambiance, il y a pratique. Il vient expliquer nous la marche du monde aujourd'hui, à partir des événements et de là. Donc, Daniel, Koutsangadoula, entre Fidel Castro, Maduro et les autres, nous avons fait une mission spéciale et tout quoi mais je dis à Macado, ou sauf ça bien aussi Jean Gaumont, et Gaumont tenait certainement des Syriens et des Palestiniens aussi, qui avaient une marchandise, tout le monde qui connaît ce monde-là. Donc je dis à nous avons en parle. Voilà, restons sur le sujet. Oui, nous avons en parle. Nous avons dans le sujet. C'est moi parler du sujet. Oui, c'est très gentil. Moi, je vois un signé un monde qui aide les Syriens. Je dis que c'est à l'école portait. Oui. C'est mon très cher grand-père. Mon très cher grand-père Eustache. Parce que c'est passé tout partout. Et puis en 52, moi, j'étais né à l'époque. Et puis c'est là qu'il y a dormi les soirs. On les paillasses sur le café dans les fabriques de souliers avec le avant de venir. S'il y a un monde qui est les Syriens, c'est nous, Glotin. Et puis Goumon. Les Issa, les Ouassouf. Monsieur Ouassouf, un jour, moi, on dit la savane, et puis il a dit, c'est Jean Goumon. Je dit, comment c'est Jean Goumon? Il a dit, mais oui, c'est Jean Goumon, c'est là. Et puis après, il descend en ville. Est-ce qu'on te connaît Tissoudno, Issa? Je ne sais pas Tissoudno, hein? Ah, vous voulez m'en parler? Mafoun? Non, l'op. Ah, je ne sais pas Tissoudno. Eh bien, ni un Issa qui était habité de Glotin. Il fait approuver Glotin, il fait approuver la croix blanche. Quand il y a plus haut, la croix blanche, il va y non Mafoun, et puis Glotin, il va y porter Issa. Alors, moi, je connais très très bien. Alors, ce qu'on a bien, mais d'accord, parce que moi, ça, Goumon, il y a une petite communauté, effectivement. Ce qu'on a tout bien, il y a dans des difficultés particulières ces jours-là, c'est pour ça que nous avons fait une histoire spécialement pour eux. Et donc, si tu es colporteur, je portais un campagnat, je portais marchandise, je portais souliers, je portais le nez, je portais tissu, qui alors à l'époque, tu as payé qu'on paie. Bon, alors. Ça qui allait vite, monsieur Fonsa, nous reprenons la même en l'autre pour avant la demi. Voilà. Allô, bonjour. Jean-Pierre. Bonjour. Oui, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Oui, alors je voudrais vous féliciter pour cette émission et pour le contenu de cette émission, surtout l'intervention de M. Plenel, qui nous a bien expliqué la situation telle qu'elle est dans cette région du monde. Parce que on nous gave de fausses informations et beaucoup de gens de chez nous ne connaissent pas la réalité, l'histoire du peuple palestinien. Donc, je pense que cette émission, elle est vraiment extraordinaire. Et je reste enregistré parce que l'autre cas, il n'y a pas passé. Parce qu'il est vraiment bon. Et je salue Madame Amra. J'ai eu l'occasion de la croiser. J'ai traîné un peu de temps en temps avec l'un de ses frères
dans les années entre 69 et 72 sur les plages de l'Ancien où il était qu'à venir passer vacances. Ah bah oui. Donc, oui. Avec les Rivetti et tout ça. Voilà. On avait notre copain Darlis Rivetti. Voilà. Oui. Absolument. Cadoré. Et pour le monsieur qui a, je ne veux pas sortir de l'émission, mais qui a dit que Fidel Castro était un grand menteur, Fidel Castro a fait ce qu'il devait faire pour son peuple. Ce qui affame le peuple cubain aujourd'hui, c'est l'embargo imposé par les États-Unis depuis plus de 60 ans. C'est ça la réalité. Ok, merci, je laisse la place à un autre. Merci à vous. Mais merci pour l'émission. Pas de problème, merci en pile. J'aurais bien aimé, avant que l'on termine, que nos deux invités nous disent comment expliquez-vous les liens si forts entre ces communautés et la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on est d'ici. On est d'ici. Mais pas d'ailleurs. On est d'ici, on n'est pas d'ailleurs. Mais en même temps, c'est bien ce qu'explique Glissant, dans un espace restreint avec des cultures multiples, etc. Nous sommes d'ici. Mais nous sommes, en ce qui me concerne, mon père a toujours été tellement ébranlé par l'injustice qu'il a marquée que ma mère a complètement adhéré, à la cause de son mari. Et donc, nous avons été élevés aussi avec cela, avec des grands-parents que l'on aimait, qu'on allait voir, et on réalisait cette injustice sur le terrain. Parce que déjà, quand nous prenions l'avion, que l'on soit, parce que la famille est très grande, que l'on soit français, martiniquais ou américain ou venant du Brésil, la première chose qu'on nous disait quand on arrivait à la douane, c'était « vous n'existez pas ». Vous allez dans les territoires occupés, la Palestine, mais la Palestine n'existait pas. Vous n'existez pas. Donc moi, aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est le rappel du droit international. Moi, je vois des gens qui commencent à dire sur les plateaux télé, mais pourquoi le droit international avec des vauriens, il n'y a pas de droit international. Mais c'est justement avec les vauriens qu'il faut qu'il y ait un droit international. C'est à eux qu'il faut qu'on mette des limites. Donc, le rappel du droit international. Il faut avec Israël, qui envahit actuellement le Liban, qui est en train d'expulser les gens de leur maison. Il faut que la France coupe les accords d'association. Tous ceux qui sont allés faire la guerre là-bas, les binationaux, il y en a plus de 4000, on dit même au-delà, il faut qu'ils soient jugés quand même. Lorsque les gens sont allés se battre en Syrie, on leur a interdit de revenir. Oui, ouais. Et puis, il doit y avoir un devoir d'information qui doit être fait. Et pour cela, merci infiniment ce matin. Parce que les lobbies ont tellement pris en main les médias que on ne sait plus. Il y a une confusion absolue entre la vérité et le mensonge. Et avec les fake news en plus, on est complètement perdu. Et puis, il y a une loi qui est prévue qui s'appelle la loi Yadan, qui veut interdire la critique d'Israël, toute critique d'Israël. Sous prétexte d'antisémitisme. Sous prétexte d'antisémitisme. Et c'est une loi extrêmement dangereuse parce qu'elle assigne tous les juifs à la politique actuelle du gouvernement israélien. Or, il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas d'accord, absolument pas d'accord avec la politique du gouvernement Netanyahou. La loi Yadan, moi je suis un peu effarée parce que le Premier ministre a dit que cette loi va être réexaminée au mois d'avril. Ouais. J'espère pas le 1er avril. Non, pas le 1er avril. Ouais. Non, mais malheureusement pas. Ouais. Et puis, il est essentiel de rappeler que cette politique du gouvernement Netanyahou nourrit l'antisémitisme. On n'arrête pas de parler d'antisémitisme. C'est lui qui provoque cet antisémitisme. À l'origine du conflit, il y avait l'antisémitisme européen. Et aujourd'hui, la politique de Netanyahou alimente l'antisémitisme. Donc, nous refusons, on devrait refuser d'appartenir à ce monde. On ne peut pas laisser à nos enfants un monde... Ce matin, je me suis demandé si je venais, parce que j'ai déjà tellement manifesté, j'ai tellement écrit au cours de ma vie sur la paix, etc. Et je me dis, mais à quoi ça sert ? Et je me suis dit, maintenant, il faut qu'il y ait des rhinocéros, il faut qu'il y ait des voix qui disent non, nous voulons d'un monde qui soit un monde de paix, un monde où les êtres se reconnaissent, où l'humain soit au centre, l'humain et pas le reste. Bonjour, le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, ce que je vais dire, de toute façon, en parlant du peuple syrien, palestinien, et, comment dirais-je, libanais qui sont venus il y a très longtemps, ils se sont dilués dans la population martiniquaise. Ils ont toujours vécu
avec la population. Ils sont ancrés dans cette population. Ils ont enfanté, ils ont épousé, ils ont fait toute leur vie ici. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, mon cas, j'ai de la famille au Moyen-Orient, j'ai des cousins en Syrie, j'ai des cousines en Syrie. Bon, je pense à tout ce qui se passe, et c'est malheureux de voir tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout ça, c'est sur le Moyen-Orient, comme par hasard, depuis un moment. Donc, c'est un petit peu dommage. Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de justice dans ce monde. L'Afrique trinque aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. L'Afrique trinque, sacrément, quand même. Alors, ça, c'est clair. Si tu veux, on peut en parler aussi. Le continent africain, et notamment le Moyen-Orient, c'est vrai, on est liés. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Mais c'est sûr, on se reverra. Merci, c'était une bonne chose d'informer et les gens et qu'on n'assimile pas les Palestiniens à des clichés, des idées toutes faites qui relèvent de la propagande. Oui, mais alors je dirais simplement, cette émission est exceptionnelle. Et Polo, on remercie Polo de nous avoir... Merci infiniment, Polo. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir ouvert les micros de Martinique Première. Oui, merci infiniment. J'espère qu'il ne soit pas pénalisé parce qu'il nous a ouvert son micro. Bon. Non, je suis sûr. Non, je suis sûr qu'au contraire. Oui. Je suis sûr qu'au contraire. Voilà. Oui. Ce qui est important pour nous, c'est que tous les Martiniquais qui nous écoutent à cette heure-ci comprennent ce qui se passe dans le monde au Moyen-Orient et une oreille attentive et critique à ce qu'on dit, à ce qui se fait. Et c'est en étant mieux informé qu'on pourra prendre conscience. Ce qui arrive au Moyen-Orient peut arriver à n'importe quel peuple du monde et même arriver en Martinique. Rappelez-vous, M. Fonsal, la semaine dernière, jeudi dernier, on a fait sur Cuba, on a eu des personnes qui ont... téléphoné de Cuba. Oui, et puis les pêcheurs de Sainte-Lucie, là, qui ont été descendus, là, comme ça. C'est-à-dire que n'importe quoi peut se passer avec... Oui, Martiniquais. Et avant ça, on a fait une émission sur... le monde musulman Martinique, c'était très important, parce que, vous savez, en Martinique, si vous voulez, nous sommes un peu pénalisés uniquement parce que, par ce qu'on entend à la radio, et les gens, l'esprit critique qu'on avait des années 70 a disparu. Et on avale tout ce qu'on nous dit. Oui, mais la librairie a disparu aussi, c'est pour ça. Oui. C'était chez Alexandre. Malheureusement. Oui. Donc c'est important. Donc, je dis, cette petite émission-là, ce petit clin d'œil que nous faisons chaque semaine aux Martiniquais pour essayer de penser, de lire différemment, c'est ça qui est important. Nous remercions Polo, nous remercions effectivement nos amis palestiniens et syriens de nous avoir accompagnés pendant 1h30. Polo, j'ai été publié plusieurs fois en poésie, et le souffle du pays, c'est la Martinique pleinement. Regard d'errance, c'est la Martinique pleinement. Donc la Martinique peut être entendue une autre fois à travers de la poésie. Bien sûr. Alors, on remercie M. Plenel aussi. M. Plenel. Merci à M. Plenel. La matière de M. Plenel était magnifique. Vraiment. Et je vais dire, excuse-moi, juste te dire que je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, Polo, les questions étaient pertinentes. Elles étaient magnifiques. Merci beaucoup. Absolument. Très, très bien. Merci. En tout cas, merci encore. Oui, M. Plenel, on remercie aussi parce que quand j'ai pu... Et merci M. Fonsa. Oui, non, mais ça, c'est mon job, si vous voulez. Je suis éducateur comme toi-même, donc si vous voulez, ça ne sert à rien d'avoir tout ça, lu tout ça, donné tous les journaux, tous les jours, et ne pas partager ça avec la population et mon peuple, que j'aime beaucoup. Et évidemment, j'ai des racines aussi, pas palestiniennes, mais j'ai des racines arabes, donc si vous voulez, tout ça coule dans mes veines. Alors, le Maroc. Le Maroc. Donc je remercie aussi M. Plenel, quand je l'ai appelé et je lui ai expliqué, il m'a dit, M. Fonsa, aucun problème, je suis à votre disposition. Je dois prendre le train, mais je m'arrangerai pour enregistrer l'émission avant mon départ. Donc, Edouard Plenel, merci en pile, merci en chai. Et nous, il dit, mais... Merci en pile, monsieur Plenel. Ouais, merci en lot. Monsieur Plenel, merci en lot. Oui. Et il dit, mais il est à disposition, nous, pour si nous besoin parler puis encore. Alors, absolument. Ne pas qu'à gêner quoi, non? Ah non, surtout que c'est gratuit, parce que quand on a... Tout à fait, je peux comprendre. Quand on a un journaliste comme ça... Ce genre de journaliste, tout à fait, ça n'est pas évident. Oui, par exemple, il pourrait raconter 59, hein. Oui, il parlait bien de son père. Tout à fait, oui. Parce que son père avait eu le prix Carbet, il est venu ici, son père. Alors, je lui ai raconté une histoire hier au téléphone. Je dis, écoute-moi bien, en 1958, on a inauguré l'école de chaussures Rivière-Pilote. Et M. Plenel, qui est inspecteur d'académie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
aujourd'hui, les insurgés sont contents. C'est la destruction du Sud parce qu'ils se battaient pour avoir une école. Et dans un quartier vieux, le plus important, Chosso, d'accord, on a construit une école. Il m'a dit que tu n'es pas au courant. Il dit oui. C'est un vieux du quartier qui m'a dit ça. Un jour, il faisait une conférence. Il m'a dit, monsieur Fonsa, est-ce que M. Penel m'a dit oui, mais M. Penel dit l'inauguration. Or, à l'époque, c'était quoi? C'était au maître de M. Sfanor, qui était vice-président du Conseil général, qui était l'UNR ou l'UDT. Il a osé dire ça. Comme il a osé dire au Montrouge aussi, les Trois Glorieuses, d'accord, il a payé cher sa prise de position. Et donc, son fils a pris le relais et nous remercions tous ces gens, même étrangers, qui se mettent à disposition du pays et nous ont aidés à construire ce que nous sommes aujourd'hui. Merci. Il est là que je vous mette dehors, messieurs. Oui, on a compris ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Parole n'est pas ni fin. Absolument. Merci un peu. Merci pour cette émission. Merci beaucoup. À bientôt.